Espace TV. Vous êtes au 19h45 sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres du journal. Le colonel Mamadou Alpha Bari a comparu à nouveau ce jeudi à la chambre spéciale militaire de la cour d'appel de Conakry. Ses avocats demandent une mise en liberté provisoire, mais l'affaire a été renvoyée au 21 avril prochain. Les assises ont démarré ce jeudi dans la commune de Ratoma. Seul bémol, les rencontres ne semblent pas intéresser les populations. Conséquence, une faible mobilisation des présumées victimes de cette commune. Et c'est tout pour les titres. Le colonel Mamadou Alpha Bari a comparu de nouveau ce matin à la chambre spéciale militaire de la cour d'appel de Conakry. L'audience a porté sur sa demande de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats il y a de cela 4 mois. Au terme des débats, la délibération a été renvoyée au 21 avril prochain. André Mossi Milimono Aboubakar Keke Bangoura. Poursuivi pour vol aggravé, le colonel Mamadou Alpha Bari a été jugé par le tribunal militaire et condamné à l'époque à 4 ans de prison. Le dossier est en cassation à la Cour suprême de Conakry et ses avocats tentent d'obtenir une liberté provisoire pour lui, et ce, après qu'il ait purgé plus de la moitié de sa peine. À l'ouverture des débats, colonel Mamadou Alpha Bari à la barre, ses avocats ont chacun plaidé afin qu'une liberté provisoire lui soit accordée. Le plaignant détient toutes les garanties, ont-ils martelé. Si une demande de mise en liberté n'est pas examinée dans le délai, c'est la remise en liberté immédiate. Il a déjà fait plus de la moitié de la peine qu'on lui reproche. C'est un officier supérieur de la gendarmerie. Il a déjà payé 50 millions et un autre montant en devises. Il a déjà donné une garantie suffisante, les titres de propriété de sa villa qui coûtent près d'1 milliard et quelques. Il a des avocats constitués, régulièrement constitués. Il souffre en prison. Il ne pourra aller nulle part. Donc, en attendant que la Cour suprême le juge, quand même, il est juste et légal et légitime qu'il soit remis en liberté en attendant la suite de la procédure. La partie civile, invitée à se prononcer sur cette demande de mise en liberté, s'y est tout de suite opposée. Elle souhaite que l'argent qui a été volé à son client lui soit remboursé. La partie civile n'est pas satisfaite parce que la partie civile ne s'est pas fait rembourser par rapport à la somme qui a été volée. Donc, actuellement, nous sommes sans garantie. C'est pourquoi nous avons donné un avis défavorable à cette demande de liberté provisoire. Les avocats de la défense n'obtiendront finalement pas la liberté provisoire pour colonel Bari. La chambre spéciale militaire décidera de sa liberté ou non le 21 avril prochain. On vous le disait, à Ratoma, les assises communales ont été lancées ce jeudi. C'est la maison des jeunes de Kipé qui abrite cette rencontre. La commune de Ratoma concentre l'essentiel des victimes des violences politiques des dernières années, mais elle semble peu intéressée par ces assises. Vous allez le voir sur ces images, la mobilisation n'était pas au rendez-vous. C'est le constat de nos reporters Guénab Bangoura et Aliou Baïete pour vous suivre. La commune de Ratoma, la plus grande après celle de Matoto, a enregistré ces dernières années le plus de victimes lors des mouvements sociopolitiques. Ces assises ouvertes ce jeudi offrent l'opportunité à tout citoyen de venir parler pour se faire entendre. Mais la faible mobilisation des citoyens dans la salle en dit long sur leur regard quant à ces assises. Leurs représentants sont là et ils sont en train de s'exprimer. Pourtant, ces assises ont pour objectif d'écouter les populations, recueillir leurs préoccupations et recommandations, mais aussi se pardonner. Les dispositions ont-elles été prises pour la réussite de ces activités d'assises dans cette commune? Le président du comité communal des assises de Ratoma répond. Nous aurons 3 points focus dans les quartiers, plus près des citoyens, pour pouvoir les écouter, les entendre. À tour de rôle, chacun a expliqué son ressenti. Le président du conseil de Ratoma, par exemple, a vu sa maison incendiée, ce qui serait provoqué par des citoyens. Aujourd'hui, il dit pardonner, mais il a un message pour le gouvernement. Qu'il y ait pardon, il faut se débarrasser
des causes qui ont causé le pardon d'abord. Si on cherche à surseoir momentanément les actions politiques. Par contre, cet autre citoyen n'apprécie pas. Il estime que la justice devrait prendre le devant. Il faut que les gens qui ont pris les fusils, tirés à bout portant sur nos amis comme des moutons, soient jugés. Les attentes sont nombreuses chez les populations. Il reste à savoir si les Guinéens accepteront de tourner la page. En tout cas, on saura à la fin de ces assises, prévues le 29 avril. Reportage signé Djenab Bangoura. Dans l'Union européenne, la plus grosse coupure de billets de 500 €. Aux États-Unis, c'est le billet de 100 $ et dans la zone CFA, le billet de 10 000. En Guinée, nous avons le billet de 20 000 et c'est parce qu'ici, on produit peu et parce qu'on n'a pas aussi su valoriser les petites coupures. C'est l'exemple du billet de 100 francs guinéens qu'on ne voit plus dans la circulation depuis plusieurs années. Mamadou Saliouba, Ibrahima Souri 5 Souma. Pour le retrouver facilement, désormais, il faut partir sur Internet. Dans le marché et dans les porte-monnaies des Guinéens, le billet de 100 a depuis très longtemps disparu. Ça fait longtemps, je ne vois pas les 100 francs. Quand tu veux jouer tombola maintenant, il faut demander à quelqu'un, fais-moi sortir, fais sortir 100 francs. Il ne peut pas faire sortir. Mais où sont partis maintenant les 100 francs? Nous-mêmes, on se pose la question. Même si tu vois, c'est pourri. La raison, c'est qu'aujourd'hui, le billet de 100 à lui seul ne peut rien payer. Dans cette boutique, par exemple, l'article le moins coûteux vaut 5 billets de 100. Le lait, 1000 francs. L'escafé cherché là, maintenant, c'est 2 à 1500. Aujourd'hui, il n'y a pas un produit qui coûte ici à 100 francs guinéens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas le billet de 100. En 2012, l'ex-président Alpha Condé a voulu redorer son blason. Des milliards de billets ont été alors imprimés, mais très rapidement, ils ont montré leurs limites. Alors aujourd'hui, est-il possible de faire revenir le billet de 100 ou les pièces de 50 et de 25? Il faut d'abord repenser le modèle économique, produire soi-même. Parce que comment ça se fait? Ce n'est pas en réalité la valeur grande ou petite de la monnaie qui détermine des choses. C'est la capacité d'un pays à pouvoir produire ce qu'elle consomme. Et plus vous produisez, plus vous avez la faculté de pouvoir élever votre monnaie. Dans la sous-région, la Guinée est le seul pays à utiliser le billet de 20 000. Certes, il ne faut pas être alarmiste, mais à l'allure où vont les choses, nous risquons de voir un jour dans la circulation des billets de 30, de 50 000 francs guinéens, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat. Autre fait dans ce journal, l'indiscipline des conducteurs de tricycles. On en parle à Conakry. Des motos à 3 roues sont visibles partout dans la circulation routière, même si ces engins sont convoités par une bonne partie de la population en raison du coût relativement bas. Il faut dire qu'ils perturbent énormément la circulation aux yeux des citoyens. Notre reporter Justin Leno et Meshak Sandakoroma ont tendu le micro à quelques-uns. Suivez. Lambaï, l'un des points de stationnement des tricycles. L'arrivée de ces engins roulants à Conakry remonte à 2019. À date, ils battent le record dans la circulation routière dans la commune de Ratoma. Ils ne sont ni voitures ni motos. C'est peut-être ce qui explique le comportement des conducteurs. Par rapport à les motos de 3 pieds là, ils sont nombreux. La manière dont se circule par rapport au milieu des véhicules, c'est dangereux. Souvent, les conducteurs de ces motos à 3 roues ont tendance à se comparer aux motos ordinaires, capables de zigzaguer entre les véhicules, quelle que soit l'ampleur des embouteillages. Un comportement qui n'est pas sans conséquence. Dès qu'il y a embouteillage, là où que les motos de 2 pieds là empruntent, et ceci là aussi, ils poussent même les motos de 2 pieds là. Des fois même, il y a des dégâts. Ahmed Silla, conducteur de tricycle, ne cache rien. Ces jours-là, il a eu le malheur de gratter le véhicule d'autrui alors qu'il tentait de s'offrir un passage. C'est sans doute la taille de l'engin qui l'a trompé. Marcher au milieu de la ligne, c'est pas normal. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, nous n'avons pas de route, les carrefours ne sont pas grands qu'on a crié. Il n'a pas le choix car l'activité lui permet de survivre. Toutefois, dans les tricycles, ce n'est pas aussi le confort. L'engin roulant n'est entouré que de 2 chaînes de protection contre d'éventuels cas d'accident, ce qui ne rassure pas certains utilisateurs.
Les gens ne savent pas maîtriser. On fait ça aujourd'hui, on donne à un jeune, il se comprend comme il a maîtrisé quoi. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a arrangé. À cause de leur indiscipline dans la circulation, cet officier de police routière et ses collègues verbalisent au quotidien ses chauffeurs, mais aucun changement de comportement. Tout le temps, il vient à la 3e position sur la route. Il nous fatigue. Les jeunes ne veulent pas que leurs engins soient interdits dans la circulation au risque de perdre leur activité génératrice de revenus. Ils promettent d'être disciplinés. Située à proximité d'un caniveau, une école privée 6 à Matoto-Bafon dans la commune de Matoto est en phase de disparaître sous le coup des ordures. Le caniveau, devenu un dépotoir d'ordures pour les citoyens, empêche parfois les élèves de suivre normalement les cours. Une situation devenue insupportable pour les responsables de cette école qui interpellent les autorités communales, le chef du quartier, afin de trouver une solution idoine à cette situation. Reportage Marissa Camara, Abdoulaye Camara. À force de verser des ordures dans ce caniveau d'évacuation d'eau usée, l'endroit a fini par devenir un dépotoir à proximité de cette école. Aujourd'hui, les immondices ont débordé pour étendre le dépotoir aux abords de l'école. Presque la moitié des salles de classe sont fermées. Pour éviter que les enfants respirent ces odeurs nauséabondes et éviter cette fumée qui peut provoquer des problèmes de santé. Nous avons rencontré des difficultés par rapport à ça parce que ça a dû nous conduire à quitter les classes là pour venir par ici. Les voisins d'à côté jettent beaucoup d'ordures ici. On souffre beaucoup. La fumée, parfois, nous cessons les cours à cause de la fumée. Alors on aimerait beaucoup que le ministre nous aide à nous débarrasser de ces ordures, qu'il ait interdit aux voisins d'à côté de mettre des feux ici, car ça détruit nos poumons. Dans un premier temps, les responsables de cette école ont envisagé de fermer ce caniveau. Mais par manque de moyens, ils ont dû transférer les élèves dans les autres salles. Impuissants face à l'ampleur des ordures, ils invitent les autorités communales et le chef de quartier à venir en aide. Bon, en fait, ce n'est pas un dépotoir. Le voisinage, tout le monde laisse les ordures ici. Et on a essayé de sensibiliser le voisinage en passant par la mosquée. Ça n'a pas abouti. Nous sommes allés au niveau de la mairie. Je suis passé d'abord par le chef de quartier. On a déposé une correspondance à la mairie, mais c'est resté lettre morte. Si rien n'est fait au-delà de cette école, ce sont d'autres ménages dans les environs qui risquent d'être envahis par ces ordures. Restons dans le même sillage. Une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène des aliments et les conséquences liées à la vente des produits impropres à la consommation a été lancée ce mercredi à Conakry. C'est une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises à travers l'Office national de contrôle de qualité. Elle vise à interpeller les populations avant de procéder à des sanctions. Justin Leno, Meshak Sandakorma. Le marché Niger de Kaloum. Sur ces images, des vendeuses de poissons. D'autres produits sont aussi exposés dans l'ensemble sans aucune règle d'hygiène. Ce mercredi, les commerçants, hommes et femmes, ont été surpris de la visite d'une délégation de l'Office national de contrôle de qualité. C'est un service que j'ai connu auparavant et aujourd'hui venir massivement, voire même accompagné par le directeur général, c'est une bonne chose. Et au-delà de ça, on souhaiterait vraiment que ce travail continue. L'hygiène et la vente des produits prohibés ou impropres à la consommation sont aussi une préoccupation pour l'Union des consommateurs de Guinée. Pour son président, les commerçants doivent savoir ce qui est bien pour la santé humaine. Il est pour nous très important que cette action-là, effectivement, se concrétise et soit pérennisée. Dans les boutiques et magasins, le directeur général de l'ONCQ et ses agents vérifient avec attention les dates de péremption des produits de consommation, mais aussi le lieu de stockage. L'hygiène, c'est encore et surtout ce qui manque. On a envoyé des techniciens qui sont venus, n'est-ce pas, expliquer les voies et moyens à mettre en œuvre pour que ces femmes-là puissent s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette démarche qualité de bonnes pratiques d'hygiène. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et l'ONCQ ne se limiteront pas à la sensibilisation. Des sanctions contre les contrevenants pourraient bientôt suivre. Vous ne serez pas surpris qu'à un moment que des mesures plus vigoureuses soient prises pour que la santé des populations ne soit pas un sujet de débat.
La Guinée a promulgué une loi sur l'alimentation, la L003 relative à la protection des consommateurs. Elle stipule que toute personne surprise en flagrant délit de vente des produits prohibés sera punie. Cette campagne lancée ce mercredi va durer 3 mois. Elle se fera sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est un reportage de Meshak Sonda Koroma et de Justin Leno. Le concours national de mémorisation du Saint-Coran a pris fin ce mercredi à Conakry sous la présidence d'honneur du Premier ministre Mohamed Beavogi. L'initiative vise à encourager les jeunes apprenants du Coran. Plus de précisions avec Aminata Massiré Bangoura et Amara Alexila. Ils étaient au total 250 candidats venus des foyers coraniques, des centres de mémorisation, des 33 préfectures ainsi que des 5 communes de la capitale à prendre part à ce concours national de mémorisation du Saint-Coran. Le secrétariat général aux affaires religieuses, initiateur du projet, rassure les autorités quant à la prise en compte de toutes les recommandations. Monsieur le Premier ministre, je voudrais que vous soyez rassurés à travers mes interventions que toutes les orientations, les instructions que vous avez données lors de l'ouverture de cette session de 40e édition du concours national, nous l'appliquerons à la lettre. Kerno Boubacar Gallo est un lauréat qui a remporté plus de 15 000 $ grâce à ce concours. Tout comme les autres lauréats, il se dit satisfait. Je suis vraiment content aujourd'hui d'être premier dans mon groupe. C'est une fierté pour moi. Satisfait de l'organisation de cette 40e édition du concours, le Premier ministre a exprimé le souhait que ce concours devienne international. Et saluons votre main tendue pour la réalisation de ce concours international et espérons travailler avec vous pour réaliser des infrastructures aux standards qui répondent à ce concours international afin de poursuivre et d'intensifier le rayonnement de la Guinée et de l'islam à travers le monde. Cette 40e édition du concours national de mémorisation du Saint-Coran a pour objectif de mobiliser plus d'apprenants vers la lecture du Coran. Elle est rendue possible grâce à la collaboration avec le ministère des Affaires islamiques, de l'appel et de l'orientation de l'Arabie saoudite. Et c'est sur cet élément que nous fermons portes et fenêtres de cette édition d'information. Merci de votre attention accordée à notre rédaction et bonsoir.